Notre planète a été secouée par une multitude de catastrophes. Au final, 99% des espèces qui ont existé ont maintenant disparu. Mais sans ces cataclysmes, nous ne serions pas là. Il y a 65 millions d'années, un astéroïde géant s'est écrasé sur Terre. Il a provoqué l'une des plus grandes extinctions de masse et la fin des dinosaures. Voici l'histoire de ce télescopage gigantesque. Notre planète est née il y a environ 4,5 milliards d'années. Depuis, elle a connu de nombreuses péripéties. Une telle durée est difficilement concevable. Pour mieux l'appréhender, on peut l'imaginer comme les 24 heures d'une même journée. À minuit, la planète se forme. À 23h38, elle est victime d'un choc cataclysmique. L'impact est si violent que des milliards de tonnes de débris sont projetés dans l'espace et que la planète s'embrase. Il marque le point de départ d'une suite d'événements qui détruira 70% de la vie terrestre. Il va changer le cours de l'évolution et permettre l'émergence des mammifères et des humains. Mais comment savons-nous ce qui s'est passé? Pendant de longues années, les scientifiques ont collecté des indices à travers le monde dans l'espoir de percer les mystères de l'extinction des dinosaures. Voici la vallée de la rivière Red Deer, dans les Badlands canadiennes. Le paléontologue Phil Curry y traque des informations sur l'un des plus violents chapitres de l'histoire terrestre. La dernière grande extinction de masse. Il cherche des fossiles des derniers dinosaures dans les rochers de la vallée. Ce qui est formidable dans les Badlands, c'est qu'à peu près partout, on trouve des ossements en grande quantité. J'ai ramassé tout ça en moins de 10 minutes. On a des griffes et même des dents entières. Le long de la rivière Red Deer, on a un condensé de l'histoire des dinosaures qui court sur 10 millions d'années. À chaque niveau, il y a différents dinosaures. Ces couches de roches témoignent de millions d'années d'évolution. Plus une couche est basse, plus elle nous fait remonter dans le temps. Comme vous pouvez le voir, la roche se divise en couches. On a une couche de grès ici, puis une couche d'argilite, des couches de houille, des couches de siltstone. On a différentes choses, mais toutes ces couches sont disposées horizontalement et les unes sur les autres. C'est un peu comme si on lisait un livre en commençant par la fin. Chacune de ces pages représente une étape différente de l'histoire de la Terre. Ces couches renferment des indices sur la disparition des dinosaures. Loin sous la surface, il y a une couche qui intrigue les scientifiques depuis des générations, la limite Crétacé-Tertiaire. C'est exactement ce que je cherchais. La limite Crétacé-Tertiaire se trouve ici. Pendant longtemps, nous nous sommes dit que ce serait cette couche qui nous ferait des révélations sur l'extinction des dinosaures. Car en dessous, nous avons des traces de dinosaures, mais au-dessus, il n'y en a plus. Cette couche date de la même époque que l'extinction de masse qui a détruit 70% de la vie terrestre. Cette couche est capitale.
Elle indique qu'il y a 65 millions d'années, une catastrophe s'est produite. La limite Crétacé-Tertiaire s'étend bien au-delà des Badlands canadiennes. Des scientifiques ont retrouvé cette même couche dans le monde entier. En dessous, on trouve des fossiles d'innombrables espèces. Au-dessus, 70% deviennent introuvables. Jusqu'à la découverte d'indices dans le sud de l'Europe, personne ne connaissait la cause de ces disparitions. Plage de Zumaia, au Pays basque espagnol. Ces falaises majestueuses renferment de précieuses indications sur la disparition des dinosaures. Il y a près de 30 ans, le biologiste Jan Schmidt travaillait ici même. Il faisait des recherches sur l'extinction des dinosaures et il a été l'un des premiers à se dire que la limite Crétacé-Tertiaire pouvait détenir la réponse. À l'approche de la limite Crétacé-Tertiaire, j'ai commencé à faire des analyses chimiques des roches. Je pensais qu'elles devaient contenir des éléments capables de nous révéler comment et pourquoi les dinosaures avaient disparu. Dans la communauté scientifique, ces découvertes font l'effet d'un coup de tonnerre. Les échantillons contiennent un métal extrêmement rare, l'iridium. Du moins, il est rare sur Terre. La majeure partie de notre iridium est piégée à 6000 km sous nos pieds, dans le noyau terrestre. En revanche, on en trouve dans les météorites et les astéroïdes. Quand on trouve de l'iridium en abondance, ça indique qu'il y a eu un apport de matière extraterrestre. Elle vient de l'espace, pas de la surface de la Terre. Seule conclusion possible, un objet immense a percuté la Terre. L'iridium suggère que la collision daterait d'il y a 65 millions d'années, au moment où les dinosaures ont disparu. Pour de nombreux scientifiques, il n'y a plus de doute sur l'arme du crime. Il s'agit d'un astéroïde. Pour le prouver, ils doivent maintenant trouver la scène du crime. Tout autour du monde, ils se lancent à la recherche du cratère d'impact. Grâce aux mesures prises, ils estiment que le cratère devrait mesurer dans les 200 km de diamètre. Le problème avec l'iridium, c'est qu'il se trouvait à l'intérieur de la météorite. Et comme elle a été totalement vaporisée, l'iridium s'est éparpillé dans le monde entier. Où qu'on se trouve sur la planète, on trouve la même quantité d'iridium. Il ne donne pas d'indication sur l'endroit où chercher. La tâche des scientifiques s'annonce donc difficile. Pour localiser le tueur de dinosaures, il faudra un savant cocktail de chance et de persévérance. Le délit a eu lieu à 23h38 sur notre horloge de l'histoire terrestre, et l'arme du crime était un astéroïde. Voilà les éléments dont disposent les enquêteurs. Mais où diable a-t-il été commis ? Un des multiples écueils qui se dressent face aux scientifiques, c'est que des millions d'années d'érosion ont effacé les indices. Malgré tout, s'ils veulent reconstituer en détail l'extinction des dinosaures, ils doivent trouver le cratère d'impact. Dan Durda est planétologue à la NASA. Il est spécialisé dans les répercussions des grands chocs cosmiques. Il se dirige vers un cratère qui compte parmi les plus impressionnants de la planète, Meteor Crater dans l'Arizona. Le choc qu'il a créé s'est produit il y a seulement 50 000 ans. L'astéroïde qui a frappé ici avait beau ne mesurer que 45 mètres de diamètre, il a creusé un cratère large d'1,2 km et dévasté un secteur de la taille d'environ 1250 km².
Météor Cratère est bien plus petit que celui du Crétacé. Mais il donne une idée de la puissance que même un astéroïde relativement petit peut dégager. Si une météorite de la taille d'une maison peut créer un cratère comme celui-ci, imaginez les ravages que peut provoquer la chute d'un astéroïde de la taille de l'Everest. Ça donne une idée de l'impact. La découverte de Météor Cratère a été capitale dans la recherche du cratère d'impact. Car ces parois renferment des indications sur la façon dont les impacts cosmiques transforment la pierre. Cet énorme impact a dégagé une énergie que les estimations modernes situent entre 1 et 10 mégatonnes. C'est comparable aux plus gros engins nucléaires que les États-Unis aient fait exploser. Il a excavé des millions de tonnes de roches. Il a éventré le désert en dessinant des sortes d'immenses pétales de fleurs. Et il a éjecté d'immenses masses de roches de la taille d'une maison sur des kilomètres et dans toutes les directions à travers le désert. La chaleur et le choc ont transformé la roche elle-même. Elle a été pulvérisée en grains. La roche elle-même témoigne de la violence de ces impacts. Voici de la coconinoïte. C'est un grès assez solide. Elle se compose de grains de quartz qui ont été cimentés. Quand cette roche a été touchée, au moment de l'impact, elle a été pulvérisée. Et ces grains de sable se sont divisés en une matière beaucoup plus fine. On dirait presque de la farine. Ici, on peut voir ce que l'impact a infligé à cette matière qui, depuis, a été de nouveau cimentée dans les parois du cratère. Ce phénomène hyper violent peut transformer la roche en farine. Cette transformation radicale a été un indice majeur dans la quête du lieu d'impact de l'astéroïde. Elle a orienté les scientifiques dans la bonne direction. Cette piste mène d'Andurda à Trinidad, dans le Colorado. Il examine les niveaux de minéraux de la limite Crétacé-Tertiaire. Elle contient des cristaux semblables à ceux de Météor Cratère. Ils sont aussi petits que des grains de sel. C'est du quartz, mais l'intérêt n'est pas là. Il vient du fait que quelque chose l'a réduit en miettes. Ici, dans la limite Crétacé-Tertiaire, cette fine couche d'argile, on trouve non seulement des traces d'iridium, qui attestent qu'un phénomène extraterrestre s'est produit, mais aussi du quartz choqué. Le quartz choqué voit le jour quand du quartz est disloqué par une force immense, à des vitesses de plusieurs milliers de kilomètres/heure. Il n'existe qu'un phénomène naturel suffisamment puissant pour choquer le quartz. Un impact d'astéroïde. Ces petits grains ont confirmé que l'astéroïde qui avait heurté la Terre était gigantesque. Mais les grains de quartz ont aussi permis aux scientifiques de se rapprocher du lieu d'impact. L'iridium était dispersé de façon homogène dans la limite Crétacé-Tertiaire, mais pas le quartz choqué. Ici, dans le Colorado, la couche fait un peu plus d'1 centimètre. Quand on va au sud-est, elle devient de plus en plus épaisse. Elle mesure plusieurs mètres quand on approche des Caraïbes. L'augmentation des quantités de quartz choqué et l'épaississement de cette couche tentent à indiquer que l'impact se serait produit dans cette région du monde. La scène du crime se trouverait donc dans les Caraïbes. Pourtant, les scientifiques n'arrivent pas à trouver le cratère. Mais le hasard va leur donner un coup de pouce. En 1978, une compagnie pétrolière mexicaine procède à des études dans la péninsule du Yucatan. Les données géophysiques qu'ils collectent et la cartographie des champs de gravité révèlent la présence d'une immense structure en forme de fer à cheval.
Elle est enterrée à 1200 mètres sous le fond marin, au large de la côte mexicaine. Elle est immense, 180 km de large, 19 de profondeur, avec des anneaux mesurant jusqu'à 200 km de diamètre. On distinguait une succession de cercles, comme sur une piste de fléchettes. Les anneaux définissent la taille du cratère, et il se trouvait que le plus grand mesurait environ 200 km. Or, 10 ans plus tôt, on avait estimé que le cratère devait précisément faire cette taille. La structure est immense, elle est très ancienne, et elle a toutes les caractéristiques d'un cratère d'impact. Ils ont prélevé des échantillons pendant le forage. Au microscope, on a trouvé du quartz choqué, et en analysant la roche, on a aussi trouvé de l'iridium en abondance. L'iridium et le quartz choqué concordent avec la limite Crétacé-Tertiaire. Les scientifiques pensent avoir trouvé le cratère d'impact. Mais il manque encore de preuves irréfutables qui les attendent au fond d'un puits sacrificiel maya. Il y a 65 millions d'années, l'astéroïde qui allait détruire 70% des espèces se serait donc écrasé quelque part au large des côtes du Yucatan. Son immense cratère est maintenant enterré sous le sol marin. Pour confirmer cette théorie, les chercheurs veulent trouver des preuves physiques en surface. Chichen Itza, au Mexique. Il y a 1000 ans, cette cité était le principal centre religieux des Mayas. Mais la terre sur laquelle ils l'ont bâtie avait été façonnée par un phénomène survenu 65 millions d'années plus tôt. L'endroit est célèbre pour ses temples mayas et aussi pour ses cénotés, des gouffres remplis d'eau. Ils apparaissent quand des roches calcaires creusées par l'eau forment des grottes. Quand la grotte s'agrandit, le toit se fragilise. Il finit par s'effondrer et le cénoté apparaît à ciel ouvert. Pour les Mayas, les cénotés étaient des puits sacrificiels. Pour nous, ce sont de précieuses sources d'informations sur le cratère d'impact. En 1996, la scientifique de la NASA, Adriana Ocampo, a établi un lien entre les cénotés et cet impact. Elle s'est aperçue que la disposition des cénotés dans la région confirmait la nature du cratère. Ça s'est déroulé comme dans un roman policier. Et l'anneau de cénoté était la dernière pièce du puzzle. Il a prouvé notre théorie. Les cénotés se forment généralement le long de lignes de faiblesse ou de lignes de faille dans la croûte terrestre. Adriana Ocampo s'est rendu compte que les cénotés du Yucatan ne se trouvaient peut-être pas sur des lignes de faille naturelles, mais sur des failles causées par un impact. Elle a étudié des images satellites de la péninsule du Yucatan et les a comparées aux cartes des compagnies pétrolières. Les cénotés sont disposés en anneaux semi-circulaires, en parfaite correspondance avec le cratère d'impact. Ici, on se trouve au bord du cratère d'impact Crétacé-Tertiaire. Ce cénoté et des centaines d'autres forment un demi-cercle qui prouve la nature de ce cratère. Avec un satellite braqué sur la Terre, on peut voir l'anneau de cénoté. L'anneau de cénoté confirme le gigantisme de l'impact.
On a besoin des images satellites pour bien comprendre les dimensions de la chose. C'est clairement l'un des plus grands cratères d'impact de la planète. La disposition des cénotés est la preuve qui manquait. Les scientifiques connaissent enfin le lieu exact de l'impact. Ils peuvent se mettre à reconstituer en détail le jour où l'astéroïde est tombé. Il y a 65 millions d'années, une gigantesque masse de roches fend le système solaire à environ 70 000 km/h. Elle mesure 9,5 km de large et pèse environ 1000 milliards de tonnes, l'équivalent du mont Everest. Elle entre dans l'atmosphère et s'écrase dans une mer peu profonde, à 20 fois la vitesse d'une balle de revolver. L'impact dégage 6 millions de fois plus d'énergie que l'éruption du mont Sainte-Hélène en 1980. Les ravages qu'il engendre aboutiront à la mort des dinosaures. Au moment où l'astéroïde a touché la Terre, au moment où il a commencé à entrer en contact avec la surface terrestre, sa partie arrière était encore à 10 000 mètres d'altitude. C'est l'altitude de croisière d'un avion de ligne. On parle vraiment d'un objet énorme. Dans toute son histoire, la Terre n'a connu qu'un impact plus important. Une collision avec une protoplanète survenue il y a 4 milliards 300 millions d'années. Elle a créé notre Lune. L'impact Crétacé-Tertiaire était bien plus modeste, mais il a tout de même anéanti environ 70% de la vie terrestre. Le panache de gaz surchauffé et de débris a incinéré tout ce qui vivait dans un rayon de 1600 km. Ça a vraiment été l'enfer sur Terre. Le point d'impact s'est mis à rayonner avec un éclat comparable à la surface du Soleil. Pour vous donner une idée de l'ampleur, la chaleur dégagée par l'arrivée d'une telle boule de feu nous calcinerait sur place. Pour mieux comprendre ce qui s'est produit ce jour-là, des scientifiques ont effectué une reconstitution au labo. Centre de recherche de la NASA Ames, à l'extérieur de San Francisco. L'expert en frappe d'astéroïdes, Peter Schultz, recrée le moment où l'astéroïde a frappé les hauts fonds marins. Pour commencer, il dispose d'une couche de sable qui représente la surface terrestre. Ensuite, il la couvre d'une couche d'eau qui figure l'ancien océan. On essaie d'avoir un océan ici. On couvre la Terre avec un océan peu profond pour simuler un impact comparable à celui qui s'est produit dans le Yucatan il y a 65 millions d'années. Pour la frappe de l'astéroïde, il utilise le canon vertical du centre de recherche. Il peut expédier ses projectiles à 29 000 km/h. On devrait tout voir, l'entrée, l'explosion et la diffusion. Ça devrait faire l'affaire.
C'est bon, on y va. Schultz lève le canon de façon à reproduire l'angle d'impact. Il charge ensuite le projectile, une balle d'acier. Super, fais la sauvegarde. L'impact doit être examiné en détail. Mais à cette échelle réduite, le phénomène se déroule trop rapidement pour être observé à l'œil nu. Schultz l'a donc enregistré avec une caméra ultra rapide. C'est extraordinaire. Regardez ça. Bon, voyons ce qui s'est réellement passé. On va le passer au ralenti. Il faut revenir en arrière. Regardez, c'est magnifique. Bam! Elle est arrivée par ce côté et s'est écrasée. Et maintenant, c'est de la vapeur. Elle réchauffe l'atmosphère. La température devient presque aussi élevée qu'à la surface du Soleil. C'est très intense. C'est une partie qui n'a duré que quelques secondes. Ensuite, ça se diffuse sur tout le périmètre et le cratère se forme. Schultz est fasciné par l'effet de l'impact. Ceci représente la Terre, notre atmosphère. Si un avion de ligne était passé dans le coin, il y a 65 millions d'années, il aurait été à peine à la hauteur de mon ongle. La simulation montre comment les débris sont propulsés. La balle expédie des centaines de grammes dans les airs. Il y a 65 millions d'années, ce sont des milliards de tonnes que l'astéroïde a projetées. On parle d'environ 500 milliards de tonnes de débris. Dans l'expérience, ce n'était que des petites éclaboussures. Mais imaginez la même chose si elles étaient grandes comme des immeubles, ou encore plus, grandes comme une petite ville. La matière propulsée du cratère a atteint des vitesses allant jusqu'à 40 000 km/h. Certains débris ont atteint la vitesse de libération, c'est-à-dire qu'ils allaient trop vite pour que la Terre puisse les retenir dans son orbite. Ils sont peut-être allés jusqu'à la Lune. Il est possible que de la matière ait été envoyée de la Terre jusqu'à la Lune. Les conséquences immédiates de la collision sont dévastatrices. Au point d'impact, la température atteint 8900 degrés. Elle fait fondre la roche et des projectiles en fusion sont propulsés à des vitesses supersoniques. Puis une onde de choc violente secoue la planète. Des vents surchauffés se diffusent à 3200 km/h depuis le lieu d'impact. Ils brûlent tout sur leur passage. C'est l'enfer sur la Terre et ces créatures n'ont aucun refuge. C'est pire qu'un film d'horreur, pire que votre pire cauchemar. Il est très difficile de contenir son imagination quand on se met à penser à un événement de cette ampleur. Et après l'impact initial, ses répercussions seront fatales. « 23h38 sur notre horloge de l'histoire terrestre. L'immense astéroïde frappe notre planète. L'impact dégage un souffle d'explosion surchauffé qui réduit tout en cendres sur son passage. Mais ce n'est qu'un début. En atterrissant en mer, l'astéroïde provoque un gigantesque tsunami.
grâce à sa reconstitution, Peter Schultz pense savoir ce qui a suivi. L'onde de choc de l'impact fait éclabousser l'eau. Donc on a créé un choc qui provoque le début d'un tsunami. Il a traversé le golfe du Mexique à toute allure avant d'atteindre les côtes de l'Alabama, de la Géorgie, toute cette région, et la côte ouest du Mexique. Le tsunami de 2004 faisait à peu près 9 mètres de hauteur. Celui d'il y a 65 millions d'années était environ 10 fois plus élevé et des milliers de fois plus destructeur. Un mur d'eau de 90 mètres jaillit de la zone d'impact à des centaines de km/h. Tout d'abord, une boule de feu. Puis une onde de choc. Et enfin, un méga tsunami. Au sein du rayon d'impact, rien ne pouvait survivre. Mais comment expliquer la disparition des dinosaures à l'autre bout de la Terre ? Dans la limite Crétacé-Tertiaire du Colorado, Dan Durda a déniché un indice microscopique capable d'expliquer comment l'impact a entraîné une catastrophe planétaire. En plus de l'iridium et des grains de quartz choqués que l'on trouve dans cette couche, il y a aussi des petites particules de suie et, dans certains cas, de charbon de bois. Mais on trouve de la suie dans toute la couche et dans le monde entier. Si on fait le total de toute la suie de la limite Crétacé-Tertiaire à travers le monde, on arrive à environ 70 milliards de tonnes. Grosso modo, c'est ce qu'on obtiendrait si toute la végétation mondiale partait en flammes. La présence de cette suie ne peut venir que d'une chose, un brasier planétaire. Mais comment une planète entière peut-elle prendre feu ? Los Alamos, au Nouveau-Mexique. C'est ici que la bombe atomique américaine a vu le jour. Mais aujourd'hui, la planétologue Cathy Plesko s'intéresse à une explosion encore plus dévastatrice. Dans leur département de physique appliquée, Plesko et son équipe se servent de superordinateurs pour comprendre comment un impact cosmique a pu réduire toute une planète en cendres. L'impact a été si puissant qu'il a expédié plus de 500 milliards de tonnes de débris dans les airs. Une grande partie est montée dans la haute atmosphère et une fraction a même quitté l'atmosphère. Elle est restée en orbite un petit moment avant de revenir s'écraser ailleurs à la surface de la Terre. Donc ces débris se sont répandus sur toute la surface du globe. Et quand ils sont retombés à la façon d'une pluie de météores qui chauffe en entrant dans l'atmosphère, ces débris se sont aussi réchauffés. Il y en avait tellement qu'ils ont chauffé l'ensemble de l'atmosphère et il y a eu des feux de forêt lancés par combustion spontanée jusqu'à l'autre bout du globe. Pendant les heures qui suivent l'impact, des milliards de tonnes de débris surchauffés pleuvent sur Terre. La planète se couvre de roches en fusion et s'embrase. Très vite, c'est presque l'ensemble de la planète qui est en flammes. De nombreux animaux qui se trouvaient à distance de l'impact n'ont survécu que pour mourir dans le brasier. Il n'y avait pas le moindre endroit sur la planète où les dinosaures se trouvaient en sécurité. Même dans l'Antarctique ou en Sibérie, tous les êtres vivants étaient en danger. Ça a été une très mauvaise journée pour les dinosaures.
De façon assez incroyable, quelques-uns survivent. Malheureusement, l'astéroïde s'est écrasé au pire endroit possible. Pour les derniers dinosaures, le compte à rebours est lancé. Quand l'astéroïde a frappé au large des côtes de l'actuel Mexique, son impact, le tsunami et les incendies ont abouti à un massacre planétaire. Et les survivants sont maintenant face à une menace encore plus terrible. Un changement climatique brusque et radical. L'impact a expédié d'énormes quantités de cendres, de débris et de poussière dans l'atmosphère. Tout cela a formé une couche épaisse et opaque qui a plongé la Terre dans l'obscurité pendant 4 à 6 mois. On n'y voyait rien. Où que ce soit sur la planète, vous n'auriez même pas pu distinguer votre main devant vous. Si on avait pu contempler le spectacle depuis la Lune, ça aurait donné des images de science-fiction terrifiantes. On aurait vu un astre tout à fait différent. Ce n'était plus la planète bleue, c'était la planète grise. La poussière et les cendres bloquent les rayons du soleil. Les températures chutent de façon vertigineuse. Et à cause du lieu d'impact, cette baisse va être continue. S'il y a bien un endroit où il n'aurait pas fallu qu'elle s'écrase, c'était la péninsule du Yucatan. La région renfermait de nombreux minéraux riches en soufre. Du coup, les conséquences sur le climat ont été plus durables. Et il y a eu un empoisonnement des régions proches. La déflagration a généré une chaleur incroyable. Elle a vaporisé la roche et envoyé des tonnes de dioxyde de soufre dans l'air. Le gaz s'est mélangé à l'eau de l'atmosphère pour former des gouttes d'acide sulfurique. Un désastre. Ces gouttes sont extrêmement réfléchissantes. Elles captent toute l'énergie solaire et empêchent la surface de la Terre d'en profiter. Les températures plongent. Au début, on a la poussière expédiée dans l'atmosphère qui bloque le soleil. Elle finit par retomber avec la convection et le nettoyage de l'atmosphère. Mais dans la haute atmosphère, il reste ces oxydes de soufre qui réfléchissent la lumière du soleil et refroidissent la planète. Cela va prolonger l'hiver d'impact de quelques années. Les températures chutent d'environ 6 degrés. Les forêts détruites par les incendies luttent pour se régénérer. Finalement, le dioxyde de soufre retombe sur Terre. Les températures vont enfin revenir à la normale. Mais tout n'est pas si simple. Le dioxyde de soufre tombe en pluie acide. On a tout d'abord un hiver de 6 mois sans voir la lumière du soleil. Et quand ces rayons commencent enfin à passer et que les plantes peuvent de nouveau pousser, le dioxyde de soufre tombe en pluie acide et brûle les feuilles des plantes. La chaîne alimentaire se brise. Les quelques animaux qui ont survécu à l'explosion, au tsunami, aux incendies et au refroidissement commencent à mourir de faim. Et les effets secondaires s'enchaînent. Le refroidissement planétaire va maintenant céder la place à un réchauffement global. Les roches que l'astéroïde a frappées ne contenaient pas que du soufre, il y avait aussi du dioxyde de carbone. Les roches vaporisées par l'impact ont libéré des milliards de tonnes de gaz à effet de serre, l'équivalent de 3000 ans de notre consommation de combustibles fossiles.
Le dioxyde de carbone a été le dernier effet de l'impact et il a duré des siècles. Après le refroidissement, il a réchauffé artificiellement la planète, qui n'est revenue à des valeurs normales que des centaines d'années après l'impact. Les conséquences de cet excès de dioxyde de carbone sont désastreuses. Sur les 100 ans qui suivent, les températures augmentent d'environ 11 degrés. Un réchauffement climatique ultra rapide. Il y a eu un effondrement de l'écosystème d'une ampleur inconcevable aujourd'hui. Il n'y avait pas de rétablissement possible. Il ne s'agissait pas simplement d'un mauvais été. On parle d'une centaine d'années impitoyables. Les températures explosent. Une grande partie des terres se transforme en désert aride. La végétation meurt. La faim tue les dinosaures herbivores. Et les carnivores n'ont plus de quoi se nourrir. À leur tour, ils succombent. Après 150 millions d'années de suprématie, le règne des dinosaures prend fin. Ils sont morts. Ils étaient les maîtres de la Terre, mais ils n'ont pas pu se défendre contre ce cataclysme. Et maintenant, nous les avons remplacés. Nous sommes devenus l'espèce dominante. Mais pourrions-nous survivre à un tel astéroïde? Si un impact aussi important avait lieu, une infime portion de l'humanité survivrait. Et la majeure partie de l'Amérique du Nord serait anéantie. Le retour des débris dans l'atmosphère aurait des effets désastreux. Puis viendrait le changement climatique à long terme, avec des variations de température vertigineuses. Il serait très difficile de s'y adapter. L'humanité serait réduite à la survie pendant très longtemps. Est-ce que ce genre de choses n'arrive qu'une fois, ou ce phénomène risque-t-il de se reproduire? Forcément, ça arrivera de nouveau. C'est la nature, c'est comme ça que ça se passe. On se fait percuter de temps à autre. Des collisions comme celle du Crétacé se produisent environ toutes les 100 millions d'années. Les plus gros impacts sont les plus rares et nous pourrions très bien attendre encore 35 millions d'années avant qu'un astéroïde aussi ravageur ne frappe la Terre. Mais des impacts plus modestes sont fréquents. Il y a 50 000 ans, une météorite de 45 mètres a produit Météor Crater dans l'Arizona. Plus récemment, en 1908, l'astéroïde de la Tunguska a ravagé un secteur de 1250 km². Des impacts de cette ampleur se produisent à peu près tous les 100 ans. Il devrait donc y en avoir un d'ici peu. L'impact Crétacé-Tertiaire s'est soldé par un terrible massacre. Malgré tout, la vie a perduré. Et quelques espèces ne se sont pas contentées de survivre. Elles ont prospéré. L'astéroïde tueur de dinosaures a ouvert la voie à de nouveaux animaux qui vont évoluer jusqu'à l'homme, les mammifères. Malgré leur petite taille, ces créatures dotées d'une grande capacité d'adaptation domineront bientôt la planète. L'extinction des dinosaures a préparé le terrain. Elle a fait place nette et permis aux mammifères de prendre le dessus. La fin des dinosaures est en quelque sorte à la base de l'évolution humaine. Nous sommes sur Terre parce qu'ils n'y sont plus. Mais pourquoi certains mammifères primitifs ont-ils survécu alors que tant d'espèces ont disparu? La réponse se trouve à Golden, dans le Colorado. Jalyn Eberly y cherche les restes de nos ancêtres.
Dans la couche située juste au-dessus de la limite Crétacé-Tertiaire, elle a trouvé les os fossilisés d'animaux qui ont survécu à la chute de l'astéroïde et au changement climatique. C'étaient de petits mammifères de la taille de nos actuels rongeurs, plutôt inattendus comme héritiers des dinosaures. Mais ce sont précisément les caractéristiques qui les avaient longtemps maintenus en bas de la chaîne alimentaire qui les ont propulsés à son sommet, à commencer par leur petitesse. Si une catastrophe de l'ampleur de l'impact Crétacé-Tertiaire devait se produire de nos jours, comme une guerre nucléaire par exemple, les organismes les plus aptes à en réchapper seraient les petits, ceux qui peuvent fuir la surface. En creusant des terriers, en vivant sous terre, ces mammifères avaient beaucoup plus de chances de survivre que ceux qui vivaient en surface, comme les grands dinosaures. Un autre facteur a joué en leur faveur. Ils étaient omnivores. Ils pouvaient manger à peu près n'importe quoi. Les mammifères qu'on trouve juste après l'impact Crétacé-Tertiaire, comme ce Biconodon, étaient des généralistes, c'est-à-dire qu'ils pouvaient manger beaucoup de choses différentes. Cette caractéristique a beaucoup aidé les mammifères après la limite Crétacé-Tertiaire, car les aliments disponibles étaient variés. Pour beaucoup de ceux qui avaient une alimentation trop spécifique, la limite Crétacé-Tertiaire a été synonyme de mort. Les mammifères avaient un autre atout. Ils ne pondaient pas d'œufs, contrairement aux dinosaures, qui élevaient leurs petits à l'air libre, à la merci des prédateurs. Les dinosaures pondaient leurs œufs, puis leurs petits s'y développaient avant d'éclore. Tandis que les mammifères pondent leurs œufs à l'intérieur d'eux-mêmes, en quelque sorte. Les petits se développent sous la protection de leur mère, sous la protection du corps de leur mère. Ça a dû être un avantage après la limite Crétacé-Tertiaire. Ces petits étaient mieux protégés de l'environnement, des éléments et des prédateurs. Quelques ovipares ont tout de même survécu. Certains étaient des dinosaures volants qui pondaient leurs œufs dans les arbres. Leur évolution a abouti aux oiseaux. Et les reptiles primitifs ont survécu, comme les crocodiles qui enterraient leurs œufs. Aux côtés des mammifères, ces survivants de la catastrophe ont prospéré. La Terre avait de nouveaux héritiers qui allaient évoluer jusqu'à nous. Ainsi donc, nous devons en partie notre existence à un coup du sort, un choc cataclysmique qui a transformé notre planète en boule de feu et déclenché un chaos mondial et meurtrier. Mais s'il n'avait pas eu lieu, nous ne serions pas là.